conversation du week-end. Aujourd'hui, carte blanche. Bienvenue sur KTO Radio. Nous sommes très heureux d'inaugurer avec vous une nouvelle émission dans laquelle nous allons donner carte blanche à un invité afin qu'il nous emmène dans son monde, dans ses rêves, dans ses combats. À chaque fois, vous serez emporté dans la vie engagée d'une personnalité qui ouvrira pour nous des horizons nouveaux pour toucher nos consciences et nos cœurs. Et pour cette première émission, c'est Maxime de Rostolan qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup Maxime. Maxime est un entrepreneur multirécidiviste, toujours au service de l'écologie. En 2019, vous avez bousculé la conférence des évêques de France en faisant intervenir des collapsologues à leur assemblée plénière à Lourdes. Alors Maxime, je vous laisse vous présenter. Comment est-ce que vous vous présenteriez ? Je suis un militant engagé et surtout qui ne désespère jamais de trouver des solutions aux défis qui sont les nôtres. Et donc, je me mets au service, je pense, des biens communs et je le fais avec un angle qui est l'entrepreneuriat et j'essaie de créer donc des projets qui donnent du sens et de l'espoir aux gens. Et là, récemment, c'est Sailcoop. On relance le transport de passagers à la voile pour les gens qui ont compris que prendre l'avion comme d'autres prennent le métro, ça n'a pas vraiment de sens et ça nous emmène dans le mur. Alors oui, ça prend plus de temps de se balader à la voile, mais bon, ça sert à rien d'aller vite si c'est pour aller dans un mur. Donc voilà, Sailcoop, et là on crée aussi des pépinières pour l'agroforesterie, donc planteurs. Et donc voilà, ça fait 20 ans que je crée des projets, et la particularité c'est que je monte les projets, et une fois qu'ils sont un peu matures, je laisse une équipe les gérer, et je pars sur d'autres idées, et voilà. Et donc en ce moment, c'est ça. Et donc aujourd'hui, vous avez proposé à 2 autres personnes de vous accompagner pendant toute cette petite heure d'émission. Donc, qui avez-vous choisi ? Et je vous laisse nous les présenter. Et ben, c'était un grand bonheur que vous me proposiez ça. Et assez vite, en fait, je me suis tourné vers Audrey Vernon et Christian Olivier, qui sont 2 personnes qui m'inspirent depuis longtemps. Audrey, qui est comédienne et que j'ai découvert avec son spectacle Comment épouser un milliardaire, qui était assez fabuleux et croustillant, et qui continue à tirer ce fil. Je lui laisserai le soin de nous raconter un petit peu, mais dans un humour engagé, sans concession, et j'avoue que voilà, que j'aime beaucoup. Et Christian Olivier, qui est donc une idole depuis que j'ai 17 ans et que j'ai découvert les albums des Têtes Raides. Et il y a quelques années, on a fait un film qui s'appelle On a 20 ans pour changer le monde. Et la réalisatrice et le producteur m'ont dit « Mais est-ce que tu as des idées pour la bande originale ?» Et je leur ai dit « Non, en fait, j'ai pas d'idée parce que j'écoute que les Têtes Raides. Donc, ouais, j'ai une idée, c'est les Têtes Raides. » Et ils connaissaient pas trop. Et quelques semaines après, mon téléphone a sonné. Et c'était Christian. Et je suis un peu tombé dans la rue, que je me suis assis par terre et j'ai écouté Christian, et depuis on est devenus amis, et voilà. Et donc c'est les Têtes Raides qui sont une source d'inspiration infinie, et voilà, ce que j'aime beaucoup, contrairement à moi qui ai plutôt tendance à faire des longues phrases, à parler trop, en fait avec la poésie, Christian arrive en très peu de mots à aller là où c'est juste, et merci beaucoup à tous les 2 d'avoir accepté cette invitation, parce que voilà, c'est un grand bonheur que de vous faire, de faire découvrir qui vous êtes au public et aux auditeurs de KTO. Et ben, c'est parti Maxime, vous avez carte blanche. Et ben, merci beaucoup Flore. 55 minutes, c'est beaucoup de temps et pas beaucoup de temps, mais je sais pas, pour commencer, quelle est la place que vous imaginez devoir avoir dans ce monde aujourd'hui, avec vos casquettes d'artistes, tous les 2 ? Je sais pas. Qui c'est qui commence, Audrey ou... Comme tu veux. Vas-y. Bon, alors moi, en ce moment, je suis dans Gunther Anders, Hannah Arendt, Brecht, et je dirais Semeur de panique. Si je choisissais quelque chose ce matin, je dirais Semeur de panique de Gunther Anders. D'accord. Et donc tu es... Et en même temps, Comme dit l'autre. Anna, tu vois, peut-être penser, comprendre et aimer le monde. Malgré la panique. Malgré la panique. Ou dans cette panique. Merci, Audrey. Christian, toi, quelle est
d'après toi, le rôle que tu occupes ou que tu dois occuper En fait, je crois que cette question-là se pose tous les matins, en fait. J'ai l'impression que ça bouge tout le temps, qu'on est obligé de réajuster, de réinventer, de recréer, de détruire des fois des choses, puisque à le temps s'accélère de partout. Il ne cesse de s'accélérer et c'est récent. Voilà, ça fait pas si longtemps que ça que, depuis l'industrie, depuis tout ça, et l'informatique aidant, tout ça. Donc c'est vrai que se redonner, toujours essayer de garder un peu de temps pour réfléchir, pour prendre plaisir aussi à regarder des choses, entendre des choses simples, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est surtout cette chose-là, je crois que ce combat-là, puisque l'accumulation de la vitesse, l'accumulation d'images, de sons, de bruits, de tout un tas de choses. Donc des fois de juste appuyer sur off de quelques secondes et puis de pouvoir recontempler un paysage ou un objet. On-off. Voilà. C'est un des albums de Christian. Et dans la création toujours, et c'est marrant, il y a quelques jours, tu mettais un petit peu, avec ton collectif d'artistes, Les Chapelets, que j'invite tous les auditeurs à découvrir aussi. Tu remettais un petit peu tout en vente, sold out, tu vendais un petit peu toute votre collection, comme si, on passe à une nouvelle étape et puis on continue dans la création sur des nouveaux... Ouais, il faut toujours, de toute façon, c'est vrai que moi, que ce soit Tête Raide, que ce soit dans mes projets solo... une fois que j'ai fait quelque chose, j'aime bien, la répétition à un moment donné, même si on continue à développer ce qu'on sait faire ou à découvrir des choses, mais toujours c'est de remettre un peu, de faire balle neuve, on repart à zéro un petit peu toujours. Pour moi, c'est ça qui est intéressant et là, c'était l'occasion, en l'occurrence pour Les Chapelets. Puisque moi j'ai démarré ce collectif en même temps que la musique, j'ai tout démarré en même temps. Et là, il s'avère qu'on va avoir un lieu, la Maison des Chapelets, donc il y a des travaux et tout ça, donc on s'est dit on libère l'espace. On libère de l'espace et puis on va recréer des nouvelles choses, quoi. Comme toi dans les spectacles, toi, peut-être Alors moi j'ai une question, est-ce que c'est les chapelets de prière ou est-ce que c'est les minous ? En fait, c'est un peu tout. Mais c'est vrai que le nom Les Chapelets, il est sorti d'un dessin d'un des Chapelets, les Chapelets, on s'est rencontrés à l'école Estienne. On était 4 à l'époque, on est 2 depuis maintenant 98. Mais c'est sorti d'un dessin, en fait, où effectivement il y avait les 4 chapelets sur un chapelet. Et puis comme en même temps on dessinait tout le temps des chats, et puis à l'époque on avait tous aussi quelque chose sur la tête, donc on était les chats appelés aussi. Mais voilà. Et toi, tu fais souvent table rase et tu repasses parce que... Non, moi non. T'as un fil que tu tires quand même, toi. Mais surtout, je garde les spectacles hyper longtemps. Bah oui. Comme Épouse un milliardaire, 14 ans. Là, en février, je vais rejouer Chagrin d'amour qui a 10 ans. Marc Sedjeni, j'adore. Donc moi, je cumule les spectacles et puis j'aime bien les jouer tous en même temps. Et mes producteurs, ils disent non, personne ne fait ça, tu peux faire autrement. Et puis je joue gratos. Enfin, moi, vraiment, j'ai une grande cohérence dans le n'importe quoi. Vraiment. Attends, j'ai trouvé une phrase de Kafka incroyable. Non, en fait, c'est pas Kafka, c'est Walter Benjamin qui parle de Kafka et qui dit « Les circonstances de cet échec sont diverses. On pourrait dire, dès lors que l'insuccès final était assuré, tout marchait pour lui chemin faisant comme en rêve. » Quand j'ai lu ça, je dis c'est moi. C'est tout. Voilà. En même temps, c'est pas complètement l'insuccès, mais... écoute, attends de voir le spectacle sur Hannah Arendt, qui s'appelle « Comment traverser les sombres temps » et qui est aussi sur le génocide à Gaza. Je pense qu'on on est sur un petit potentiel commercial. Petit. Trop bien. Et est-ce que ça correspond à l'un et l'autre, où est-ce que vous imaginiez être quand vous aviez 20 ans ? Est-ce que votre vie, elle a été... Moi, j'ai tout raté. Aucun rapport. Oh là là.
Tout raté par rapport à tes expectatives de vingtenaire. Ah oui, complètement. Non, mais c'est marrant, mais justement, parce que justement, comme je suis dans Anna, machin, Günther Anders, c'est amusant de voir, tu vois, quand ils avaient 20 ans, qui mangeaient des cerises à Berlin dans les années 30, Günther Anders voulait être philosophe de la musique et Hannah Arendt ne s'intéressait pas du tout à la politique. Et puis les événements ont fait que Günther Anders est devenu le philosophe du décalage et Hannah Arendt a fait de la théorie politique. D'ailleurs, elle ne voulait pas qu'on dise qu'elle était philosophe. Et moi, mon idée de départ, c'était vraiment de faire du divertissement de masse, d'être un truc entre Chantal Goya et Angelina Jolie, quoi. C'est pas loin. Non, pas du tout ça. Pas du tout de l'art engagé. Vraiment, moi, j'étais là, non mais l'art engagé, jamais, quoi. Ouais, et toi, Christian, dès le début, t'as une âme d'artiste. Oui, mais la question, je crois Enfin, moi, je me suis pas posé la question. J'ai plongé dedans, on va dire, quoi. C'est vrai que j'ai démarré à peu près tout en même temps, que ce soit la musique, l'image, l'écriture, le texte, la littérature d'une manière générale. Mais je me suis pas dit est-ce que je vais être ça, est-ce que je vais faire ci ou est-ce que je vais faire ça, en fait. Ça s'est fait, quoi. Au départ, on va dire que mon cursus, il me dirigeait pas forcément vers ça. Mais voilà, j'ai pris une guitare, j'ai commencé à chanter. On a commencé à faire des images avec chapelet. Et puis ensuite, voilà, la barque était à l'eau, quoi, on va dire. Et ensuite, bah, ça c'est un chemin qui m'a plu, bien sûr. Mais encore une fois, ça reste quelque chose qui se construit tout le temps, qui est toujours précaire, Surtout enfin, si on parle. Pour moi, l'engagement, il est de toute façon quand on fait ça, on est engagé. Sinon, on peut pas faire ça. Enfin, pour moi. Je peux pas faire de la musique si c'est pas engagé, mais engagé, ça veut dire juste déjà c'est une manière de faire de la musique. C'est pas forcément que dans le sujet, que dans ce qu'on est en train de raconter. C'est comment on le pratique, comment on le défend, Donc voilà, dans tous les endroits où je suis passé, que ce soit dans des grosses maisons de disques, des petits labels, moi j'ai souvent autoproduit mes projets, mais l'important c'était toujours de faire ce que j'avais envie de faire, quoi. Que ce soit en musique, que ce soit en image, et voilà. Moi, ça me rend fou que vous ne soyez pas, et l'un et l'autre, plus connus quand on voit la quantité de trucs absurdes qu'on voit dans les médias mainstream, quoi. Moi, j'ai pas dit mon dernier mot. Hein. Ouais. Je vais faire un énorme truc un jour. Et toi, Maxime, tu voulais faire quoi quand tu étais petit? Je sais pas exactement. Attends, juste avant de répondre à ta question, sur la partie de la manière dont on pratique son art, Audrey, toi, tu dis je joue gratos, t'as accompagné un mouvement qui est incroyable qui s'appelle les Soulèvements de la Terre. Et donc il y a peu d'artistes qui s'engagent, qui vont sur ces sujets-là. Alors parfois sur les sans-papiers, on a des grandes messes à Bercy ou ailleurs et puis ça dure une soirée. Mais toi, longuement, t'as suivi. Tu peux nous en dire Oui, ça a commencé en 2011. J'ai joué pour Mittal, Roslange. Après, il y a eu les Fralib, les Jeannettes, Petroplus. Donc au début, c'était surtout mouvement ouvrier que je soutenais dans les luttes. Et ça a été une expérience tellement enrichissante. Par exemple, de découvrir que les ouvriers sont très écolos, contrairement à ce qu'on pense, parce que par exemple, les Fralib, ils se sont battus pour garder l'aromatisation naturelle, là où Unilever mettait des arômes chimiques. Et les Fralib, ils ont gagné, ils ont récupéré leur usine en scope, et ils sont toujours là. Et ça, c'est magique d'avoir été là au début de la lutte et d'avoir été jusqu'à fêter les 10 ans de la scope, là. Et après, j'ai joué pour la raffinerie Total en Seine-et-Marne, les raffineurs qui se battaient contre le projet EACOP en Ouganda. Et là, j'ai joué $1 Billion Baby. Et en fait, en jouant ce spectacle sous la neige devant la raffinerie, je me suis dit qu'il serait super pour les luttes écolo. Et en fait, c'était pendant le confinement, on n'avait plus le droit de jouer. Et donc là, j'ai envoyé un message et j'ai découvert, j'ai eu la chance de jouer dès l'acte 1 des soulèvements. Et c'est vrai que ce qui était très marrant, c'est que pendant des mois, je jouais Billion. Et quand les théâtres ont repris, à la fin du spectacle, je parlais des soulèvements. Et jusqu'à Sainte-Soline, les gens écoutaient. Et puis à partir de Sainte-Soline, les gens applaudissaient. Et ça, c'est vrai que c'était... Mais je trouve que j'ai énormément de chance d'avoir été dans des mouvements qui sont aussi inspirants, et je ne comprends pas pourquoi les autres... ils ne se rendent pas compte. Par exemple, il y a une acoustique géniale dans les usines.
Non mais T'as c'est déjà joué trop dans une fou. usine, Christian? Ouais, il y a eu, ouais. Il y a eu. L'acoustique est incroyable, non? Ah bah c'est... Métallique. S'il y a une batterie, ça va être autre chose, quoi. Mais en tout cas, il y a toujours un espace. Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça qui est... Les lieux... pour moi, tous les lieux sont magiques, j'ai envie de dire. Enfin, quand tu parles d'usine, mais on a joué, nous, que ce soit Tetraed ou moi en solo, dans des lieux complètement différents, et c'est toujours la magie de ça. Tous ces lieux sont des théâtres, quoi, on va dire, quoi. Pour moi, c'est habité, quoi. Mais j'ai joué dans des jardins, par exemple, au jardin des Vêtes, où il y a un autre endroit qui était assez dingue. C'était pour fêter les 2 ans de Lubrizol. Enfin, et je jouais devant... je me souviens plus où c'est. Je crois que c'est Rouen. Et je jouais. Et d'un côté, il y avait les victimes de Lubrizol, avec une dame qui élevait des ânes et qui avait perdu tout le travail lié à ces ânes et tout ça. Et dans mon dos, il y avait plein de CRS. Et donc, c'était marrant parce qu'en fait, d'un côté, je jouais pour... et puis, dès que je jouais de dos, à des moments du spectacle, je voyais tous les camions de CRS et tout. Et puis, je jouais pour eux de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est des expériences tellement chouettes. Et toi, t'as accompagné beaucoup. Toi, t'étais au fait de l'UMA depuis longtemps. T'as été souvent sur les terres de lutte. Quels sont un peu tes... je sais pas, moi je me souviens d'un moment incroyable dans l'histoire de la Mano où ils sont partis avec ce bateau et remontés. Vous les tournées, ça a toujours été... vous avez jamais fait des tournées banales en fait, si? C'est toujours, il y a toujours à la fois la tournée entre guillemets classique, mais ça n'existe pas quelque part. Ouais. Effectivement, on s'est toujours retrouvé dans des projets à droite à gauche. Je l'ai vu dans des facs. Dans des cinémas d'art et d'essai, ouais. dans des lieux, à l'époque, effectivement, les squats de l'époque, les années 80, on jouait que là-dedans. Voilà, mais en tout cas, ce que dit Audrey, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'elle a suivi, en fait. Parce que comme tu dis, des fois, on va faire un spot pour une soirée, voilà. Là, ce qui est intéressant qu'a fait Audrey, c'est que c'est pas une fois, c'est sur le long terme, on va dire. Alors nous, ça, on l'a fait un petit peu au moment du chaos social, où là, on a essayé de monter vraiment quelque chose sur une quinzaine de villes en France. Et ça a été voilà. Ça rappelle en 2 secondes le chaos social. Le chaos social, c'est 2000 à peu près. Où on se lance, nous on est au Bataclan pendant 1 mois et on commence à faire tous les lundis, on est au Bataclan pendant 1 mois et tous les lundis on fait un concert avec un thème, un concert de soutien. Donc il y avait On a faim, il y avait liberté de circulation, il y avait 4 thèmes on va dire. Et puis petit à petit ça a pris ce truc-là et puis on s'est retrouvé après le Bataclan organisé au Zénith à Paris un premier chaos social où l'idée générale c'était d'inviter les assos à prendre la parole, chose qui était un peu compliquée à l'époque encore. Et puis voilà, pour nous, c'était d'avoir fait le tour aussi, de dire voilà, il y a des assos dans des villes qui travaillent sur des mêmes terrains, mais qui ne se parlent pas. Donc c'était aussi de redonner une espèce de dialogue, de partage de lutte, on va dire, quoi, et de problématiques. Et tout ce qui peut tout ce qui peut l'interaction qu'il peut y avoir entre ces différents sujets, c'est-à-dire la prison, c'est-à-dire la santé, l'écologie bien sûr, l'éducation, etc. Et donc essayer que ces assos à nouveau se parlent et quelque part en ressortent plus fortes, quoi, on va dire, quoi. C'était vraiment ça le principe, quoi. Grâce à l'art, ouais. Donc vous êtes bien sur KTO Radio, à l'écoute de la carte blanche de Maxime de Rostolan, avec ses invités Audrey Vernon, Christian Olivier. On va marquer une pause musicale et on va quand même rester avec Christian Olivier, puisqu'on va écouter un de vos titres qui est sorti très récemment. Un titre que j'ai enregistré avec... le titre au départ, c'est un monsieur qui s'appelle Oumar Pen, qui est de Dakar, du Sénégal. Et j'ai eu l'occasion de l'inviter, moi, il y a longtemps, pour une fête de la musique en France. Et j'ai retravaillé sur un de ces morceaux. Et donc, j'ai réécrit un petit peu de texte. Et donc, on fait un duo avec ce morceau qui s'appelle Climat, fait chaud, fait froid. Merci, on écoute.
kañi déglu leen ma wax leen la fa xew dañu woote woon waxtaan COP climat wante ba léegi ñu ngi toog di xaar solution mu jafe lool si dunia. Il fait chaud, il fait froid, jusqu'au bout de tes doigts. Tu n'as pas de frontières, aux enfants de la terre, à toutes les nations, exode et migration. Ces quelques mots semés, c'est pour l'humanité. Il fait chaud, il fait froid, jusqu'au bout de tes doigts. Tu n'as pas de frontières, aux enfants de la terre, à toutes les nations, exode et migration. Ces quelques mots semés, c'est pour l'humanité. Il fait chaud, il fait froid, jusqu'au bout de tes doigts. Tu n'as pas de frontières, aux enfants de la terre. Et on se retrouve sur KTO Radio dans notre nouvelle émission Carte Blanche qui donne le champ libre à un invité. Aujourd'hui, Maxime de Rostolan, un entrepreneur engagé qui a invité Christian Olivier, un chanteur, compositeur, et Audrey Vernon, une comédienne, tous les deux engagés. Maxime, on continue l'émission. Merci beaucoup Flore. Et merci pour ce titre. Très heureux de le découvrir. Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui ? Parce qu'on a plein de raisons. Audrey le disait, on peut semer la panique et on est lanceur d'alerte à plein d'égards et on le fait chacun avec nos armes, avec ce qu'on sait faire. Mais qu'est-ce qui... Moi, il y a plein de trucs qui me rendent fou et on oublie souvent de se demander ce qui nous rend fiers. Et je suis curieux de savoir Audrey qui tire si souvent la sonnette d'alarme et qui a souvent envie de tout faire péter. De dire, qu'est-ce qui... Depuis ces années-là... Qu'est-ce qui me rend fière ? Nous. Ouais, je dirais que j'ai eu la chance de rencontrer des gens incroyables et que j'adore, en fait. Vous, déjà. Et puis... non, mais par exemple, sur les luttes... ceux qui se battent, je sais pas, là, me vient en tête Adrien Cornet, un raffineur de Total. Et puis Corinne Morel-Darleux, et puis Célia Isoard, et puis non, mais plein de gens. Mais je pense que je serais vraiment fière à la libération, en fait. Tu vois, le jour où on se dira, ça y est, cette période de destruction totale de la vie sur Terre, elle est derrière nous. Et j'ai fait un rêve super chouette, il n'y a pas très longtemps. J'étais sur une île et sur la côte, et je voyais une baleine avec son bébé qui était dans les vagues, et je savais qu'ils étaient définitivement protégés. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus rien leur arriver. Et je le savais, ça y est, c'était bon, quoi. Et je me rappelle, mais ce rêve, il était dingue. Je me disais, ça y est, c'est plus un sujet, en fait. Et voilà, je pense que je serais très fière le jour où... Oui, je me suis réveillée, mais je sais que ça peut arriver. Tu vois, par exemple, il y a eu l'esclavage, et puis un jour, c'était fini, l'esclavage. Après, oui, d'accord, mais disons que c'était officiellement plus admis, tu vois, accepté et normal. L'esclavage était passé du côté de l'anormal. Et je pense qu'un jour, très très prochainement, je pense 1 an ou 2, la destruction de la vie sur Terre, le meurtre, les guerres, tout ça, ce sera passé du côté de l'anormal. C'est génial. C'est bien, on est dans 1 an ou 2. Ouais. C'est cool, ça. Mais oui, mais il faut croire au miracle. Et Hannah Arendt, elle en parle. Tu vois, Hannah Arendt, elle dit, vu la mouise dans laquelle on est entre régime totalitaire et armes atomiques, il faut croire au miracle, mais des miracles comme il y en a plein. La Terre, la vie organique sur Terre, l'existence de l'espèce humaine. En fait, il y en a plein des miracles, tout le temps. Donc, voilà. On est dans une maison, d'ailleurs, qui est connue pour en recenser pas mal, des miracles. Et toi, Christian, qu'est-ce qui te rend fier ? Fier, ouais, ça change tous les matins. Pareil, je me répète, mais j'ai l'impression qu'on est toujours... Je suis très optimiste au départ, en fait. Je suis d'une nature optimiste. Mais la
d'amnésie, au niveau de l'histoire, enfin je veux dire, me pose quand même vraiment un gros problème sur les choses dramatiques, horribles qui se sont déjà passées et qu'on répète, quoi. Voilà, moi c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre, à encaisser. Et du coup, ce qui te rend fier, c'est de réussir à être optimiste malgré ça, peut-être ? Ouais, enfin, entre autres. Ensuite, fier, c'est effectivement de pouvoir partager, en tout cas, ce désir de je sais pas si on peut appeler ça de la beauté, mais en tout cas, ça en fait partie. Mais pour moi, ça en fait partie. Ce désir, en tout cas, de beauté, de plaisir, dans des choses parfois très simples, et donc de pouvoir partager ça effectivement avec des gens de toutes sortes. Moi je confirme. De toutes sortes, puisqu'à un moment donné c'est vrai que il n'y a pas de case pour ça. Je dirais que ça peut venir de partout, et s'il y a une fierté, en tout cas, c'est cette chose-là, ce partage-là, en tout cas. Enfin, j'en suis le produit. Hein. En vrai, moi, j'ai écouté les Têtes Raides depuis que j'ai 17 ans, et encore une fois, je dois écouter, je pense, 2-3 fois un album des Têtes Raides. Et j'écoute encore des albums, d'ailleurs, parce que c'était le temps où il y avait une cohérence. Et je n'écoute pas une chanson des Têtes Raides, quoi. Enfin, à part Gino, mais bon, ça, on en discutera. Mais voilà, ce que vous avez réussi, ce que tu as réussi à transmettre avec ce groupe, et juste, enfin, voilà, comme t'as visiblement du mal à reconnaître, à admettre ce dont tu pourrais peut-être être fier de ce point de vue-là. Je te confirme qu'il y a des dizaines de milliers, si c'est pas des centaines de milliers de gens qui ont été transpercés par... Puis c'est vrai, c'est que, comme un peu ce que dit Audrey aussi, c'est fier déjà de pouvoir déjà faire ce qu'on fait, quoi. Enfin, je veux dire, on a la chance de pouvoir être sur une scène, par exemple. C'est quelque chose qui vaut... Enfin, pour moi, c'est quelque chose, j'allais dire sacré, je sais pas si c'est là qu'il faut le dire, mais en tout cas, moi, quand je mets le pied sur une scène, c'est un truc, enfin, il n'y a pas d'autre lieu, quoi. Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un espace, et on a la chance de cette chose-là. Donc, voilà, on est fiers de pouvoir, en tout cas, proposer ces choses-là et de pouvoir les partager avec des gens, quoi. En tout cas, tous les deux sur scène, je ne peux qu'inviter les auditeurs à aller vivre ce moment, et je pense que c'est pas donné à tout le monde de savoir. Enfin non, je sais que ça n'est pas donné à tout le monde de faire ce que vous faites, et votre présence différente, hein, dans chacune dans leur est juste très très puissante. Et Audrey a déjà parlé un peu de quelques rencontres qui ont un peu été fondatrices. T'en as, toi, Christian? Il y a des gens qui ont été vraiment... J'ai quelques idées. Il y en a pas mal, hein. Ouais. Bah ouais. Mais s'il y en avait 3-4 à citer. Il y en a plein, parce qu'en même temps, il y a des gens que personne connaît. Je veux dire, il y a des gens que personne connaît qui nous font changer la vie, des fois. Hein. Je veux dire, on croise des gens dans un bistrot, ailleurs. Des fois, ça peut nous faire changer la vie aussi. Mais voilà, moi, c'est sûr que j'ai eu quelques rencontres importantes. Je sais pas, je vais parler comme ça. Il y a Jeanne Moreau qui me vient, par exemple. Ah ouais. Avec Pourquoi qui tu as sorti. Pourquoi ? Ouais. Pour moi, ça reste, dans mon histoire, je dirais, quand tout d'un coup j'envoie un texte et une chanson où je demande à Jeanne Moreau de chanter avec moi, pour moi, c'est au départ quelque chose d'assez important, chargé, on va dire, quoi. Et puis elle dit oui, et puis on fait ce morceau, et c'est vrai que la rencontre à la fois de chanter avec elle en studio, avec ce que moi j'ai niveau cinéma, niveau personne, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important, quoi. Alors après, il y a eu dans la liste des Moreau, il y a eu Yolande Moreau. Incroyable. Voilà, spectacle que vous avez fait ensemble. Sur Prévert, quoi, voilà. Donc c'est de la famille des Moreau, quoi. Spectacle génial. Vous allez le refaire. Si, ça se refera sûrement. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a eu d'autres gens, mais c'est beau, soit des artistes, soit des gens. Pour moi, voilà. Il y a des gens aussi que j'ai croisés qui sont pas connus et qui ont été aussi importants que ces gens-là. Mais ne serait-ce que le groupe des Têtes Raides, il y a quand même une sacrée... Enfin, je sais pas, je pense à Iso qui est quand même... Il est ambulancier, hein, c'est ça enfin, il est pas qu'ambulancier, mais en ce moment, il est un petit peu ambulancier, voilà.
un artiste incroyable. Grégoire, c'est le saxophoniste de Tetrad. Mais c'est vrai qu'on parle de Tetrad, mais moi j'ai on parle de Prévert, je fais des pauses sans Tetrad aussi, parce que j'ai sorti 4 ou 5 albums en dehors de ça, sur Prévert. Là, mon dernier album, c'est sur la poésie russe. Dans cette période, j'ai choisi le bon moment, on va dire, de sortir un album sur la poésie russe au moment de 1917. Mais voilà, de découvrir aussi un auteur, par exemple, ça fait changer une vie. Quand moi j'ai démarré, pourquoi je suis parti là-dedans, c'est peut-être parce que j'ai lu Jean Genet au départ, peut-être parce que j'ai lu du Kafka aussi, peut-être parce que je suis tombé sur Mayakovsky, donc tout ça, c'est notre bagage, on va dire, voilà, et qui nous amène sur le chemin vers lequel on avance. Audrey, quand tu as 1 heure devant toi, libre, et que c'est pas pour lire, parce que je sais que tu lis beaucoup, et qu'est-ce que tu fais? Je peux faire des trucs très débiles. Vas-y, quand on est je entre lis nous. pas. Ah non, mais c'est trop débile, je sais pas. Non, si j'apprends des chansons, par exemple, là, ce matin, j'étais sur Bradley Cooper, Lady Gaga, Shallow, tu vois. Okay. Et donc, voilà, je m'entraîne à chanter des chansons comme ça. Je peux faire ça, sinon, je range les Legos. De tes enfants. Ouais, ça, pour pas se faire mal aux pieds. Et j'essaie de cuisiner des choses qui soient comestibles. Parce que je suis vraiment très mauvaise en cuisine. Alors, je m'y mets très longtemps avant et je me concentre. Parce que sinon, ils mangent des sardines, des poires, des poivrons coupés. Enfin, c'est une catastrophe. Ah là là. Oui, je suis très mauvaise cuisinière. Donc Donc voilà, donc je fais des choses très idiotes, mais je préfère lire, vraiment. Ouais, tu dis beaucoup. Et toi, Christian, quand tu as 1 heure devant toi? Parce que t'entraîner au baby-foot, c'est pas possible tout seul. La première fois qu'on s'est vu, il m'a mis 10 à -4 au baby-foot. Ouais, mais enfin, ça, c'est à l'époque, avant que je fasse de la musique, que je faisais du baby-foot. Ouais, enfin, il t'a des restes. Hein. Mais voilà, non. Non, en général, j'ai toujours un truc à bricoler quand même ou pas, on va dire que. Mais. Écouter de la musique, quoi, un petit peu, quoi. Prendre le temps, en tout cas, voilà, quand mettre un album et écouter, quoi. Ouais. Et ça arrive souvent? Bah, ça arrive. Tu dis que t'as toujours des trucs à bricoler, mais. Ouais. Souvent aussi quand je bosse plus sur du visuel, on va dire, quoi. Où je suis en train de bosser sur l'atelier, et là, j'écoute un peu, justement, d'autres choses, quoi, on va dire. D'ailleurs, à l'atelier, tu parlais d'une maison que vous allez avoir, les Chapelets. C'est un bon scoop. Ça va être où? Ça va être à Blanzy. C'est une ville qui touche Montceau-les-Mines. D'accord. Et donc, c'est le maire de Blanzy qui nous met à disposition un ancien haras, qui faisait partie des haras de Cluny. Et donc, ce lieu ne servait plus à grand-chose là-bas. Et donc ça va devenir la maison des Chapelets, et puis à la fois un lieu culturel, puisque nous on va aussi inviter d'autres artistes, faire des rencontres, lecture, musique. Est-ce que tu as déjà fait un spectacle dans un haras? Non. Non. Je sens. Voilà, ça sera l'occasion. D'accord. Et je sais que tu as un rapport, toi, qui est particulier à... Enfin, particulier, non, qui est singulier, en tout cas, au numérique, puisque tu fais partie de ces rares personnes qui n'ont pas de smartphone. Tu vois comment, toi, tout ça se fait Internet, parce qu'il te fait vivre quelque part, enfin, qui te fait connaître, c'est par là. Et comment est-ce que tu gères ton rapport à ça, au numérique? C'est un sujet en fait pourquoi j'aime bien cette question, c'est qu'en fait elle est au centre des contradictions entre guillemets de plein de gens, parce qu'en fait à chaque fois moi en tant que militant écolo j'en pas du tout de mobile, quoi. J'ai un téléphone quand même, 9 touches, ouais. Un 9 touches, ouais. Il n'y a pas le 0. Non, mais c'est un truc qui est au cœur de nos contradictions, quoi, parce qu'en fait, moi, en tant que militant écolo, j'emmerde les gens sur les réseaux avec tout ça, et souvent, on me dit « Ouais, mais t'es là, mais alors t'as un smartphone, nanana. » Oui, mais ça, c'est les gens qui ne réfléchissent pas qui disent ça. C'est vrai. C'est quand tu manifestes contre le bitume sur une route,
on te fait pas chier parce que, tu vois. Mais les smartphones, je trouve que c'est vraiment un impensé de l'écologie. Je pense que vu que c'est un instrument qui remplit du sang d'enfant, en fait, on ne devrait même pas se poser la question. Mais après, je comprends les gens qui sont forcés. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui sont forcés par leur travail ou par leur banque ou par, je sais pas, à en avoir un, ça, je comprends tout à fait. Mais moi, comme je suis pas forcée, je peux pas en avoir et jamais j'en aurai. Et puis, comme j'en ai jamais eu, c'est vrai que je vois les gens agir avec cet objet et je me dis que c'est injustifiable, en fait. Mais après, je respecte, hein, chacun fait comme il peut et tout. Mais c'est vrai que j'ai hâte. Là, je suis en train de dresser des dauphins pour couper les fils. Donc je pense que voilà, le smartphone n'a pas de beaux jours devant lui. Mais c'est marrant parce que je me souviens, en 98, j'étais avec ma mère à Venise et je voyais les premiers téléphones portables dans la rue et je lui ai dit, ça prendra jamais. Alors, j'ai dû faire. Bien vu, ouais. Donc t'as dit dans 1 ou 2 ans c'est réglé. Bon. Donc tes prédictions. Non mais ça c'est sûr. Et toi, Christian, toi, je vois sur tes posts, tu y es, mais tu y es pas complètement, quoi. Moi, j'y suis pour des raisons entre guillemets professionnelles, on va dire. Ouais. Enfin, professionnelles, c'est-à-dire que même sur mes réseaux à moi, je commente rarement, pratiquement jamais. Je laisse pas c'est de l'info pour moi. Ouais. On va dire que pour moi, c'est vraiment de l'info pure, on va dire, quoi. Voilà, je joue là, à telle date, je vais être là, ici. Et même quand on me pose des questions derrière, en général, je commande pas, en fait. Voilà. Ouais, je suis sur ce sujet-là depuis quelques jours. Il y a un ami qui a monté une association qui s'appelle Lève les yeux. Et en fait, cet ami, donc, comme toi, et donc vous êtes rare à ne pas avoir de smartphone. Il était en Birmanie pendant 3-4 ans. Et à cette époque-là, au début de son séjour en Birmanie, les smartphones étaient interdits. Et il a vu le jour où la Birmanie a autorisé. Et il a vu le pays changer en quelques semaines, mais genre littéralement. Et il a observé ça pendant 1 an ou 2 avant de rentrer en France. Et en France, là, il a lancé une asso qui s'appelle Lève les yeux. Et je pense qu'il y a vraiment des impensés, il y a vraiment des sujets sur lesquels on se pose même pas de questions. Tu parlais de l'amnésie de l'histoire et tout de suite je vois les geôles syriennes là, dont on est en train de découvrir l'étendue de l'horreur. Et en fait, c'est maintenant, on est en 2024, quoi, le truc existe. Et il y a plein de choses qui sont des angles morts où on se pose même pas la question. Et effectivement, pourquoi est-ce que on se demande qu'est-ce qu'on fait quand on a 1 heure devant soi ? En fait, juste se poser et réfléchir un petit peu à tout ça et à ce qu'on nous impose et ce qui paraîtrait presque innégociable, en fait. Si, il faut négocier. Et c'est un peu le sens de l'engagement, de poser des questions. Ouais, mais c'est vraiment dangereux, ça provoque des suicides. Là, il y a des mères de famille aux États-Unis qui ont... Et ce qui me fait rigoler, c'est que le PDG de TikTok... en fait, TikTok, en Chine, ça s'appelle Douyin, et c'est un réseau de e-learning. Et c'est fermé de 22h à 6h du matin, et c'est interdit aux moins de 14 ans. Donc, en fait, en Chine, TikTok, c'est pas du tout TikTok, c'est vraiment fait pour décérébrer les Occidentaux. Et ce qui est marrant, c'est que le PDG, il le dit, quoi. Donc en plus, c'est même pas secret. C'est même pas secret, c'est des algorithmes qui sont extrêmement addictifs et les gens, ils peuvent plus lire, en fait, quand ils ont... C'est bientôt la fin, c'est ça ? On va écouter une autre musique. Voilà, on va dire ça autrement. Non, mais merci beaucoup pour cette deuxième partie. Et là, on écoute un titre dont Maxime a déjà parlé, et j'ai l'impression que c'est un peu inévitable qu'on écoute celui-ci dans cette émission. Dès que j'ai l'occasion, qu'on me demande de faire découvrir une chanson, c'est toujours celle-là, c'est Gino. Pour moi, Gino est une chanson absolument complète, absolument parfaite. Et voilà, elle m'a, je ne vais pas dire sauvé à des moments, mais en tout cas, elle m'a accompagné, moi, depuis que je l'ai découverte. Je ne sais pas combien de fois je l'ai écoutée, mais des moments où j'ai pas la pêche ou quoi, en fait, j'écoute Gino même si j'étais un peu down en appuyant sur play, je réalise qu'à la fin de la chanson, je suis en train de danser. Donc c'est Christian avec les Têtes Raides. C'est les Têtes Raides, ouais. On écoute. À tout de suite sur KTO Radio. Sortant de bord de trop, il perdit son oiseau,
c'est drôle, que t'en fait-il? Il vend des oiseaux sur un coin de trottoir. Il vend des oiseaux aux enfants qui mangent trop. Il vend des oiseaux, on vend bien de la musique. Je me suis associé aux oiseaux du quartier de toutes les cages. Ils ont la clé. C'est elle qui attendait le bateau sur le quai, en criant son costaud, mais il ne revient pas. Et crachant sur la mer, il ne revient pas. Elle est couchée par terre, mais il ne revient pas. C'est un gars du Pacifique, et maudissant les flots qui n'en ont rien à faire sans nos marins. T'es rien que de l'euro. Pour se consolater, la veuve prit un moineau qu'elle acheta 10 ans. Elle ne savait pas qu'il s'envolerait si tôt, mais elle ne savait pas qu'elle en tomberait pour Dino. Elle ne savait pas qu'on pouvait crever et revivre à nouveau. Ah, Dino! Et on se retrouve sur KTO Radio, après avoir écouté ce titre qui fait bouger Maxime de Rostolan, dans tous les sens du terme, si j'ai bien compris. Et ces deux invités, Audrey Vernon et Christian Olivier. Et on entre maintenant dans la dernière partie de cette discussion déjà. On vous écoute, Maxime. Merci beaucoup pour cette chanson. Et moi, il y a une phrase que j'adore dans cette chanson. C'est cette femme qui cherche son Junot, qui cherche son mari de marin, et elle ne le voit pas, et elle s'adresse à la mer, et maudissant les flots qui n'en ont rien à faire, sans nos marins, t'es rien que de l'eau. Putain, la force de la poésie, la force de réussir à expliquer que chacun a son point de vue, et qu'en fait on passe à côté d'énormément de choses quand on ne regarde que de son petit coin de lorgnette. Et c'est quand tu écris une chanson comme ça, enfin, toi tu écris juste les textes ou la musique aussi, parce qu'en fait là pour moi c'est totalement il y a la musique avec, ouais. C'est toi qui écris aussi la musique, parce que là ce moment de tu repars au violon au milieu, c'est toi qui écris tout ça. Ça je le compose avec en l'occurrence là, ce passage là effectivement je l'ai composé avec Anne-Gaëlle en direct, quoi. C'est-à-dire je lui chante, moi je chante puisque j'écris pas la musique en fait, hein. Je l'écris dans ma tête, quoi, donc en général, je chante les mélodies, et donc ce passage-là, par exemple, je l'ai chanté pour le jouer au violoncelle, quoi, on va dire, quoi. Mais quand j'écris, il y a la musique qui est là avec, quoi, puisque je commence à griffouiller un peu des mots comme ça, et puis tout de suite, il y a la musique qui est là, quoi, on va dire, quoi. Ouais. Merci pour ça. Merci d'accoucher de ce genre de morceaux, parce qu'ils nous accompagnent. C'est quoi, toi, tes groupes, Audrey, un peu, t'écoutes quoi? Tu nous as parlé un petit peu. Non, je suis pas du tout. J'écoute pas du tout de musique. Non, tu lis plus, t'es plus. Ouais. Pas trop de films, pas trop de musique. Moi, c'est vraiment la lecture essentiellement. Et après, sinon, j'écoute ce que les autres écoutent. Si t'as parlé de bouquins tout à l'heure, de Gunther Anders, etc., sur lesquels t'es en ce moment, si t'avais 2-3 recommandations à un public, d'ailleurs, d'auditeurs, d'ailleurs, sans doute un peu catholiques, quoi, est-ce que t'as des idées spécifiques sur... Alors, en ce moment, ce qui me rend dingue, c'est 2 textes de Hannah Arendt. Le premier, s'appelle Men in Dark Times, qui a été traduit en français par Vie politique. Ok. Trop nul. Ouais. Ils veulent pas qu'on le lise. Et l'autre, c'est Amor Mundi. C'est son dernier livre qu'elle n'a pas eu le temps de terminer et qui est traduit en français par Qu'est-ce que la politique? Oh merde. Voilà. Donc ces 2 textes-là me rendent assez dingue. Dans Anders, il y a Et si je suis désespérée, que voulez-vous que j'y fasse, que j'aime beaucoup. Et sinon, Walter Benjamin, qui a été vraiment ma découverte, qui est venu justement du génocide à Gaza. C'est très étrange, mais en fait, ça m'a amené à Walter Benjamin, que je ne connaissais pas du tout, et qui a été vraiment une découverte poétique super importante. Je me suis réfugiée dans Walter Benjamin. D'accord. Bizarrement. Écoute, je vais creuser. Vous avez pris un texte entier en chanson, une chanson qui doit faire 18 minutes, ou tu veux en dire 2 mots sur Stig Dagerman. Incroyable.
Enfin, je pense à ça parce que c'est le nom, tu disais, et si je suis déprimé, que voulez-vous que je fasse ? Le texte Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Tu connais ce texte-là ? Voilà, moi, de toute façon, il y a toujours, dans tous les albums, que ce soit Tête Raide ou mes albums, il y a toujours un invité de poésie quoi, qui vient. Et donc, on m'a refilé ce bouquin entre les mains à un moment donné. Et voilà, ça a été quelque chose de puissant quoi, pour moi. Ce texte est vraiment puissant, ce texte est... Et voilà, je trouve que c'est un texte optimiste, même si ce jeune a mal fini. Mais ce texte est vraiment, je trouve, moi, quand j'écoute ce texte, quand je le lis, en tout cas, c'est puissant, ça me... Voilà. Je suis dépourvu de foi et ne puis donc être heureux. Ouais. Voilà. C'est beau, bien de dire ça ici. Est-ce que Audrey, tu veux nous lire Vas-y. Alors, je suis en contact depuis le mois depuis le 7 octobre avec un poète palestinien qui s'appelle Ziad Medouk et qui a décidé de rester dans Gaza bombardé. Et là, il est toujours dans une école avec les enfants. Et quand j'ai joué la dernière version du spectacle, le matin même, il m'a envoyé un poème. Vas-y. Ça s'appelle « Être positif à Gaza la dévastée ». Être positif à Gaza sous les bombes, c'est avoir un sourire permanent dans une ville assiégée et agressée. C'est ajouter une pierre à l'édifice de vie. C'est être optimiste malgré une situation explosive dans une région abandonnée. Être positif à Gaza, c'est construire à partir de ruines des espérances irremplaçables. C'est naître dans une ville pour y rester. Et dire au monde que résister à Gaza l'effrayé est une victoire, un bonheur submergé dans la dignité. C'est mener un combat, une lutte, une résilience et montrer une vitalité, une vie digne, avec force et courage, et un rêve de paix, avec confiance, sans haine. Être positif à Gaza, c'est supporter l'insupportable, de bâtir le royaume de l'espoir au milieu de l'enfer. C'est avoir un cœur rempli de joie et de bonheur, malgré la fatigue, les préoccupations, le quotidien infernal et l'injustice. C'est être utile pour les autres, avec une âme noble, pour que rejaillisse lumière. Être positif à Gaza, c'est résister, la tête haute dans une ville dévastée. C'est défier l'occupant et ses mesures atroces. C'est informer, témoigner et parler de la brutalité du quotidien infernal sous occupation qui réagit en toute impunité. C'est une parole d'amour, de foi, en la terre, sa source, parole capable de conjurer les crimes perpétrés contre elle par l'oppresseur. Être positif à Gaza est honneur et fierté. C'est oublier le malheur et penser à l'avenir avec ténacité. Montrer en temps de peine accrue que le choix de la justice est inaliénable et confirmer que l'odeur de Gaza vaut plus que toute jouissance. Les Palestiniens de Gaza aiment la vie avec tendresse, espérance et générosité. Ah, merci beaucoup. Tu peux redire le nom du... Il s'appelle Ziad Medouk. D'accord. Et donc il est toujours là-bas et on devait se rencontrer au mois de décembre, la première fois que j'ai joué le spectacle, et donc évidemment il n'était pas là. Et j'ai beaucoup cherché comment traverser cette période. Et je crois que j'ai trouvé grâce à des auteurs anciens et grâce à des gens qui maintenant montrent, je trouve, la voie de la lumière et la voie de la paix et du courage. Enfin, je trouve que c'est une période à la fois atroce et moi qui m'a énormément enseigné. J'aurais préféré qu'on ne la traverse pas, mais voilà, j'ai beaucoup appris en tout cas. Ben, merci beaucoup. Et toi, qu'est-ce qui te donne de l'espoir, toi, Christian? Qu'est-ce qui vous... C'est nous, d'être là. Déjà, ça, c'est carrément de l'espoir. Non, c'est... je crois que, ouais, c'est continuer, je dirais... à faire, à créer, à s'amuser, à prendre du plaisir, à partager. Pour moi, c'est ça, avant tout. C'est garder cette énergie-là, en tout cas. En tout cas, là où moi je
je suis absolument reconnaissant à l'infini, c'est que tu fais danser les gens. Et il y a une phrase de Emma Goldman, qui est une révolutionnaire russe des années 20, à qui on attribue, parce que j'ai toujours trouvé au conditionnel la source, mais alors qu'elle était exilée aux États-Unis et que beaucoup de pays, de révolutionnaires dans des pays, même africains, ou essayaient de la draguer pour la faire venir et pour qu'elle vienne les aider, elle aurait dit, moi je veux bien faire votre révolution, si dans votre révolution on danse. Et là, ce que tu viens de lire, Audrey, le beau, dénicher le beau, dénicher au milieu de l'horreur, parce que il faut voir les images de Gaza, c'est juste surréaliste, quoi. C'est quand même la force de l'humain, je pense, et affirmer, assumer et dire ça ne se fera que dans la joie ou ça ne se fera pas. Enfin, je veux dire, il faut ça, il faut quelqu'un qui arrive et il parle de sourire, il parle d'assumer ça, et je trouve ça. Et donc voilà, danser. Moi, je suis, j'aime la fête, et c'est là-dedans moi que en tout cas, je trouve mes ressources, quoi. Vous faites la fête? Tu fais la fête, Audrey? Ouais, quand je joue, je fais la fête. Ouais. Et puis, non, mais j'ai eu un long moment où je ne pouvais plus faire la fête, plusieurs mois. C'est la première fois que ça m'arrive qu'un événement me terrasse. J'ai eu peut-être 3-4 mois où j'arrivais plus du tout. Et puis, effectivement, j'ai cherché. Et puis, Hannah Arendt, elle dit c'est la joie qui est loquace et non la souffrance. Et j'ai été chercher la joie. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle a pu écrire Amor Mundi avec tout ce qu'elle a vu? Et j'ai vraiment essayé de trouver la source de cette joie avec les yeux ouverts. Et donc là, j'arrive de nouveau à faire la fête. Et c'est vrai que Ziad Medouk m'a été... Quand je lui ai envoyé un message en lui disant « Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?» Lui, c'est un spécialiste de la non-violence. Je me suis dit, avec ce qu'il a traversé, ce qu'il traverse encore, vraiment, je me disais, qu'est-ce qu'il va m'envoyer, en fait? Et qu'il envoie un spectacle, un poème comme celui-là, toujours de non-violence. J'ai trouvé ça absolument stupéfiant. Ouais. Il reste plus que 2 minutes. Ouais, tu nous as pas dit, toi, est-ce que tu voulais faire quand tu étais petit? Je sais pas trop ce que je voulais faire. Moi, je voulais voyager. En fait, j'avais vraiment... Moi, mes parents se sont séparés, j'étais assez jeune, et ils sont un peu tiré la bourre sur les voyages pour être celui qui nous emmenait dans des trucs les plus... Et ça m'a gonflé, cette histoire de prendre l'avion. Et je voulais vraiment faire du voyage en soi, l'expérience. Tu vois, et donc très vite, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais... Et en fait, c'était pas Scooby-Doo, etc., mais tu sais, il y avait les combis Volkswagen, etc. Et en fait, quand j'ai intégré une école d'ingénieur, mes parents m'ont dit, bon, bah, on t'offre une voiture pour que tu sois autonome. Et j'ai dit, mais je veux pas d'une voiture, je veux un combi Volkswagen. Avec un chien qui s'appelle Scooby-Doo. J'ai pas eu le chien, mais pour moins cher qu'une 205, à l'époque, c'était 25 000 francs. Le combi Volkswagen, ça avait pas... Et je me suis fait offrir par mes parents un combi Volkswagen qui m'a permis pendant 3 ans d'école d'ingénieur, vraiment, où je suis jamais allé à mon école, j'étais vraiment un fantôme. Et donc Sailcop, c'est complètement cohérent. Tu t'es dit, je vais refaire des voyages où on a envie de vomir. On vomit pas dans un combi Volkswagen, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que donner le temps, un voilier. Que le chemin, mais que le chemin fasse partie du... Moi, je trouve ça fou, ces avions où en 10 heures, tu te retrouves à New Delhi. Et en fait, de toute façon, dans 2 ans, il n'y a plus de pétrole. Donc dans 1 an et demi, non? 1 an et demi, ouais. Mais et donc, en tout cas, sortir de cette ère du pétrole, moi, fait partie de ma feuille de route. Et en tout cas, proposer des choses qui permettront à notre société de continuer à se divertir, à se nourrir, à se déplacer, à communiquer sans pétrole. Ça fait partie de la feuille de route. Et c'est ce que j'avais fait avec Ferme d'Avenir sur l'agroécologie avant. Mais non, je pense que j'ai toujours cette aspiration au voyage. J'ai vraiment, c'est difficile, et je vois ne prenant plus l'avion depuis 15 ans et portant cette parole, je vois à quel point c'est difficile pour les gens. Ils travaillent presque pour se payer leurs vacances au truc. Donc c'est vraiment, t'es au cœur c'est vraiment indétricable. Et c'est pour ça que relancer, là, on ouvre les transats à la voile, et donc en 13 jours, tu rejoindras Baltimore. Dans des belles cabines, 13 jours à la voile. Bon, Baltimore. Que 13 jours. 13 jours, exactement. En 8 jours, tu es à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et 4 jours, une étape d'une journée à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et 4 jours après, tu es à Baltimore. Voilà, après, tu prends le train et tu traverses les États-Unis, tu arrives au Mexique. Enfin, il y a des mondes qui s'ouvrent. Et ce qui est fou, c'est surtout qu'il y a 100 ans, personne n'avait jamais pris l'avion pour traverser l'Atlantique, tu vois. Enfin, genre, à l'échelle de l'histoire de la Terre, c'est tellement
une parenthèse, c'est tellement un accident ce qu'on est en train de vivre. Et c'est un accident qui peut en provoquer d'autres, donc il faut réussir à sortir de ça. Et l'imaginaire, moi, de la voile, je l'adore parce que c'est là que tu prends le temps aussi. Hein. Alors, il nous a mis des satellites qui mettent Internet, donc les gars, ils pourront même avoir leur smartphone au milieu de l'Atlantique, ce qu'on va faire payer très très cher. Ça. Non, je sais pas, mais en tout cas, voilà, reprendre le temps. Et moi, j'avoue qu'en tant qu'entrepreneur, c'est quelque chose qui me manque. Mais non, je sais pas. Étant jeune... Cohérent, quoi. Je sais pas. Quand même, pas mal. En tout cas, ça a suivi. Ouais, mais c'est venu pareil. Hein, c'est un peu comme Christian. C'est des choses qui se sont venues et je me suis pas trop posé les questions. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que entrepreneur pour moi, c'est s'emparer de défis, de choses qu'on trouve injustes, qu'on trouve pas normales, et vouloir régler le truc. C'est pas du tout vouloir faire de l'argent en créant quelque chose. Enfin, pour moi, ça, c'est du faux entrepreneuriat. Tu ne seras jamais milliardaire. Je ne serai jamais milliardaire. Donc, on s'épousera pas. Mais c'est pas grave, parce que le texte d'Audrey, comment épouser un milliardaire. Mais pour moi, être entrepreneur aujourd'hui, c'est ça, il faut déranger l'ordre établi. Et en fait, si tu déranges personne, t'es pas en train d'innover, t'es pas en train d'avoir de l'impact. Parce qu'en fait, tu t'es juste dans le système, quoi. Et tu déranges Rodolphe Saadé ou pas ? Ben ouais, mais figure-toi que les armateurs qui font partie de ce qu'on appelle la CRS, la Commission Régionale de Sécurité, quand ils ont vu Selcop arriver, se sont ligués et ont saisi les affaires maritimes, nous ont interdit de faire ce qu'on voulait faire. Alors, c'est pas nous avec des voiliers, ils ont peur d'ouvrir le secteur à d'autres qui pourraient mettre des semi-rigides de 8 personnes sur la plage de Hyères et faire Hyères-Porquerolles pour 6 balles. Tu vois, ils ont un précaré et ils veulent vraiment absolument le préserver. Et donc oui, ils se sont ligués. Donc nous, on a attaqué l'État et les affaires maritimes pour entrave à la liberté d'entreprendre et on a gagné. Et donc pour moi, c'est un bon signal. Le jour où on commence à déranger, où on dérange ça, en fait, cet ordre établi, c'est qu'on est dans le vrai et il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Oui, parce qu'en plus, maintenant, ils mettent des trucs automatiques, donc c'est dangereux, en plus, pour eux, d'avoir des voiliers au milieu, en fait. Ah oui, bien sûr, oui. Enfin, tu veux dire des pilotes automatiques, oui, mais c'est surtout l'inertie de ces énormes bateaux. C'est un peu l'histoire c'est un peu une métaphore. On est lancé, on est tellement une machine... leurs bateaux sont tellement gros que pour les faire dévier ou les faire ralentir, il faut vraiment anticiper. Et ça, c'est un des sujets que je vous invite à traiter dans une prochaine table ronde. C'est le sujet de la robustesse et le fait d'accepter la sous-performance. C'est un gars incroyable qui s'appelle Olivier Amand qui en parle très bien. Et accepter d'être en sous-performance parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on est résilient et qu'on va survivre plus longtemps. Merci beaucoup. Merci Maxime, merci Audrey, merci Christian d'avoir été avec nous, d'avoir été vraiment généreux dans votre temps et tout ce que vous nous avez partagé, parfois intime, tous ces engagements. Et voilà, je pense qu'il y a sur KTO Radio, on a été un peu déplacé aussi par tout ce que vous avez évoqué, voilà, qui n'est pas toujours présent. Et vraiment, merci beaucoup. On se retrouve donc le mois prochain pour une nouvelle carte blanche avec un nouvel invité et ses nouveaux invités. Merci à vous et à très vite sur KTO Radio. Les conversations du week-end. Aujourd'hui, carte blanche.